Action. Alors, après avoir détaillé la biographie et commenté d'un point de vue criminologique cette biographie de X, venons-en au crime. Qu'a-t-il fait? Alors, si vous voulez bien, on va lire le document, on va voir même les photos. Partie 2. On regarde ce que c'est exactement, ça s'appelle les faits à faire X. Ouais. Vous avez ce document? Les faits à faire X. Vous l'avez, colonel? La scène du crime. Oui, c'est ça, la scène du crime. Nous avons. Ah, c'est des faits. C'est un autre document. Ah, depuis ou il est mort? Il n'était pas mort au moment des faits. C'est le deuxième message. C'est ça, c'est ça. C'est un fichier dans le deuxième. Aujourd'hui, oui, au moment où je parle, oui. Mais effectivement, à l'époque, non, il était pas. Oui. Avez-vous d'ailleurs d'autres questions avant d'engager l'analyse de la scène du crime? Ça va? Ah ouais, j'ai vu. Ça y est. La scène du crime. Le mercredi 21 juillet 1995, Laurent, 61 ans, fait savoir au service de gendarmerie qu'il a découvert le corps inanimé de sa demi-sœur, Annette, dans son commerce. Pensant qu'elle avait mis fin à ses jours, il est ressorti précipitamment à sa demande. Et le médecin de famille se déplace sur place et procède au premier examen, modifiant de ce fait le corps du défunt. Laurent a également retiré de l'argent liquide du tiroir caisse des lieux. De plus, il a fait quelques fouilles pour savoir si rien n'avait été volé. En fait, le matin des fêtes, la victime a fait ses courses sur le marché de cette petite ville de campagne, 4000 habitants environ. La commune est traversée par une rue principale où se trouve au numéro 288 cette bâtisse de 2 étages, ouverte au public au rez-de-chaussée. La vieille dame est rentrée dans sa librairie, puisqu'il s'agit d'une librairie, à 11h45. Une personne pouvant être la victime, vêtue d'habits sombres, est vue à 12h06, assise sur les marches extérieures du commerce, dont la porte est grande ouverte. À 12h30, la porte est fermée. Personne ne se trouve à l'extérieur. Depuis donc 12h06, personne n'a vu la victime. Dès 13h50, une affichette, tenez-vous bien, est suspendue sur la porte d'entrée du commerce. On peut y lire « Fermé pour cause de décès ». Il s'agit d'une petite feuille quadrillée, de type cartonné, de 21 cm sur 29,7, pliée en deux. La mention manuscrite y a été portée à l'aide d'un feutre marqueur de couleur bleue, dont un similaire est découvert sur place près de la porte d'entrée. L'écriture n'est pas celle de la victime. Et en la comparant à celles figurant sur d'autres affichettes qui lui servaient à signaler ses absences à la clientèle et qui sont découvertes sur l'un des étalages de la boutique. Pouvez-vous fermer la fenêtre, s'il vous plaît, monsieur Bachar? L'arrière de la propriété est constitué d'une cour et d'un jardin. De chaque côté de la cour sont aménagés des abris pour le stockage du bois de chauffage. Du matériel de jardin, des outillages divers. Bordé par un ruisseau d'une largeur de 1,50 m, surmonté par un chemin goudronné desservant les locaux du lycée professionnel, occupé actuellement par une colonie de vacances. Donc il n'y a pas d'élèves. L'accès à ces dépendances se fait tant par l'intérieur de l'habitation de la victime que par une entrée commune, située entre son domicile et celui de son demi-frère. Ainsi donc, la porte située à l'arrière de la maison, ouvrant sur la cour, est fermée de l'intérieur par un crochet. Personne n'a pu donc rentrer par là. La clé de cette porte, sous un porche d'ailleurs, est restée dans la serrure du côté extérieur de la porte, et Laurent, qui habite juste à côté, était dans son jardin, attenant à l'arrière de la maison de la victime de 12h45 à 13h30, et de l'endroit où il cueillait les groseilles, il voyait l'accès au porche. Si quelqu'un était donc sorti par là, ou même rentré par là, il s'en serait aperçu.
D'autant que la porte métallique fait du bruit quand on l'ouvre, elle grince, elle couine. Toute la maison est manifestement dans l'obscurité alors. Les fenêtres de la salle de bain et de la salle à manger étaient anormalement fermées pour un mercredi après-midi. Au rez-de-chaussée, là où on a vu pour la dernière fois la victime, l'ensemble des issues sont verrouillées et il n'y a aucune trace d'effraction. La clé de la porte d'entrée a disparu, de l'entrée principale bien sûr. Dans la pièce principale également sont exposées toute la presse, l'ensemble des revues pornographiques, à noter, normalement rangées sur le rayon supérieur des présentoirs situés immédiatement derrière le meuble tiroir-caisse, ont été posées, anormalement donc, sur l'étagère supérieure à l'intérieur de celui-ci. Notez donc bien que des revues pornographiques ont été déplacées de leur rangée pour être mises en évidence. La victime avait l'habitude de placer ses revues en hauteur pour éviter qu'on les lui vole. Certains magazines, plus osés d'ailleurs dans leur photographie, n'étaient pas présentés comme les autres. Annette est disposée en retrait sur une petite table, hors de la vue des clients. Sur une chaise, à proximité du tiroir-caisse, se trouve un panier rempli de provisions, pain, légumes, frais, pâtisseries et un porte-monnaie contenant 63 francs en pièces, puisque l'affaire date au moins de 20 ans. L'arrière-boutique est accessible depuis cette pièce à partir d'une simple porte. L'endroit semble réservé à la gestion du commerce. On y trouve une table, une machine à coudre, un bahut, un fauteuil, un placard, un bureau et une chaise, mais aussi, au centre, une table et une autre chaise. Sur cette table, dans une boîte à gâteaux, est découvert un bordereau de versement numéraire, établi à la date du 21 juillet 1995, pour une somme de 1450 francs, sans doute sa recette du mois ou de la semaine. Ce document est signé par la victime, venait de faire ses comptes, en attendant de le remettre à la banque le jour même. La somme correspondante a disparu. Il y a également un bloc-notes grand format à petits carreaux qui semble être celui dans lequel a été prise la feuille marquée fermée pour cause de décès. Enfin, dans un carton à usage de poubelle placé sous la table, on découvre un CCP, donc un compte chèque, en partie rempli, non signé, provenant du compte de la victime et déchiré en 8 morceaux. Le carnet de chèque correspondant a disparu. Sur le sol, on constate 5 boutons, 3 de couleur bleue, 2 dorés, situés entre la table et le placard mural, et également entre la table et le buffet. Il semble que ces effets aient été projetés au sol, après que les habits de la victime aient été déchirés. Une étiquette de vêtements synthétiques derrière la chaise séparant le buffet. Celle-ci semble avoir été arrachée de son support initial. Sous le buffet, tenez-vous bien également, c'est anormal, dissimulé, on trouve des vêtements, une paire de sabots blancs qui ont été poussés à cet endroit. Il s'agit d'une jupe gris-bleu dont la déformation de la grappe de fermeture, l'arrachement de la fermeture éclair également, et sa couture située dans le prolongement laisse supposer que cet effet a été retiré violemment. D'autre part, on note la présence de collants et d'un slip de femme en matière synthétique enroulés sur eux-mêmes et d'un bout de tissu blanc satiné avec. Les 5 boutons ne proviennent pas de ces vêtements, et en dehors de ces éléments, aucune trace de lutte n'est effective dans cette pièce. Les divers documents s'y trouvant ne sont pas d'ailleurs en désordre, et les meubles ne semblent pas avoir été fouillés. Arrivons maintenant, si vous voulez bien, sur la scène du crime à proprement parler, là où nous allons retrouver le cadavre. Nous sommes au premier étage, accessible par un escalier desservant un palier. Immédiatement à droite, en montant, on accède à une salle de bain. C'est la scène du crime, équipée d'un cabinet de toilette également. En sortant de cette pièce à droite, on peut aller dans une salle de séjour, meublée d'une table, d'un bahut, d'un canapé, et sur la table, on découvre un billet de 50 francs, un petit panier, contenant également la somme de 190 francs et de billets de 10 francs suisses, ainsi que différents documents administratifs, peu importe. Notez que dans les autres pièces, la salle de séjour, en traversant le palier ou la cuisine, rien n'a été dérangé, tout est normal. À un détail près, le lit dans la chambre à coucher n'est pas fait et les couvertures se trouvent par terre. À gauche, par rapport à l'entrée de la pièce, sur le matelas, on remarque la présence d'une pile de linge, de maison et des serviettes qui ne sont pas à leur endroit habituel. Le tout est plié, mais disposé pêle-mêle, comme si on avait finalement retiré ces linges et ces serviettes du placard pour le mettre sur le lit. Et à 35 cm du bord droit et à 50 cm du pied du lit, on constate une trace de sang, de quelques centimètres carrés. Ce n'est pas une énorme trace de sang quand même. Et à 35 cm du bord gauche du matelas et à 60 cm de la tête du lit, il y a un poil pubien, donc de la victime a priori, sans bulbe. Il se situe à 93 cm de la trace de sang, donc à peu près 1 mètre de cette trace de sang. Donc il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se soit passé sur le lit et a priori sexuel. En tout cas, peut-on envisager dans un premier temps. Le cadavre.
faut l'imaginer, mais de toute façon, on va revoir le croquis, hein, puisque vous l'avez donc sur le document analyse de l'affaire 1. C'est dans la salle de bain que gît le cadavre d'Annette. Il repose dans la baignoire, de type sabot. Ça veut dire qu'il y a deux niveaux. Hein. Il y a un niveau pour le fond de la cuvette, et puis donc il y a un niveau plus élevé pour s'asseoir. Le corps est immergé jusqu'au niveau du menton. La tête est légèrement inclinée sur la droite. Les membres supérieurs sont repliés dans le dos. Le tronc repose sur le fessier au fond de la baignoire. Donc, on a la partie des jambes et du sexe qui sont en hauteur, côté de l'endroit où on s'assoit. Les membres inférieurs, formant un angle à 90 degrés au niveau des genoux, donc sont vraiment écartés, sont maintenus par une caisse en matière plastique de couleur verte dans laquelle se trouve du linge et de l'eau. Autrement dit, les jambes sont écartées et il y a entre chaque jambe donc une cagette qui maintient l'écartement des jambes. C'est pas la photo qu'on a vue la dernière fois, dans la baignoire et tout. Cette caisse sert vraisemblablement à la victime pour déposer son linge sale. Après l'avoir retiré, on constate une trace violacée, prenant naissance au niveau de la clavicule gauche, pour finir sur le sein gauche. Il y a donc qu'il y aurait eu un frottement ou éventuellement un pincement donc, sur cette partie du corps, par un objet extérieur ou autre chose. Le genou gauche est marqué d'une plaie circulaire superficielle de 1 cm de diamètre environ, comme une pointe, comme si on avait poussé le genou en arrière, côté haut. Le retrait de la caisse laisse également, il faut qu'on enlève la cagette donc entre les jambes, laisse apparaître la béance de la région pubienne. Autrement dit, on voit le sexe de la dame, après on va enlever donc la cagette. Aucune plaie n'est apparente, j'insiste bien, malgré un léger épanchement sanguin vaginal. Les yeux de la victime sont bandés par un tissu blanc attaché par un double nœud à l'arrière de la tête, à hauteur de la nuque. Il en est de même pour la bouche, qui est masquée par un torchon de cuisine noué de la même manière. Le retrait du corps de la baignoire et les opérations du médecin légiste permettent de constater que la victime porte 2 gilets bleus foncés. Une combinaison blanche et un soutien-gorge. Les boutons découverts dans la boutique proviennent de ces vêtements, en fait. Ceux-ci semblent avoir fait l'objet d'une traction de l'intérieur et de l'extérieur, partiellement déchirés sur devant et rassemblés sur le dos, qui immobilise donc les bras dans le dos, avec les vêtements de la victime. Les poignets sont entravés par un lien, attaché à un double nœud. Le déchirement d'une partie de l'ourlet de cet effet confirme ce rapprochement, l'entrave correspondant à une partie manquante de ce vêtement, même de même nature que celui découvert sous le buffet avec les vêtements dans l'arrière-boutique. Et enfin, en retirant les liens ainsi que les habits, on découvre inséré dans une manche un foulard en coton. On découvre inséré dans une manche un foulard en coton à motif gris et blanc, également attaché en ses extrémités par un double nœud. Le soutien-gorge est séparé en deux par une déchirure entre les bonnets, donc on a semble-t-il arraché son bonnet de soutien-gorge avant les faits. À voir. Ceci confirme la traction sur les vêtements de l'intérieur à l'extérieur, entremêlés parmi les liens du poignet et les vêtements titrés vers l'arrière du corps. On découvre un des slips de la victime. Un second se trouve également à l'intérieur de la baignoire, dans laquelle est effectué un prélèvement d'eau. Et les traces de pression laissées par les liens au niveau des poignets ne présentent pas d'excoriation. Aucune, je passe au... Non, je continue. Après le retrait des linges, on serre la tête, on enlève donc les linges de la tête. On remarque que les cheveux appartenant à la victime sont pris dans un nœud du bandeau posé sur la bouche. On a voulu vraiment serrer tout, ligoter tout, y compris les cheveux. Il existe également au-dessus de l'arcade sourcilière gauche une plaie superficielle et circulaire de 1,5 cm, de diamètre environ, et une marque de 3 cm, prenant naissance au niveau de la plaie légèrement oblique par rapport à l'arcade. Donc on l'a frappé, ou on l'a utilisé dans en tout cas un objet, éventuellement pour cela. Le retrait de ces linges laisse apparaître un écoulement d'eau par la bouche et par la narine droite, donc il semblerait qu'elle ait été noyée aussi. Un écoulement sanguin est visible au niveau de l'entrejambe. La bouche est édentée et l'écartement des lèvres permet de voir la langue. Et enfin, on note un minime sillon cervical antérieur, donc en plus on aurait voulu l'étrangler par ligature, avec érosion cutanée en regard du larynx pouvant correspondre à une tentative de strangulation. Il existe des hématomes arrondis de la face interne de la face externe du tiers inférieur de la cuisse gauche,
on a un petit peu voilà, malmené au niveau de la cuisse gauche, pouvant correspondre à une pression digitale. Il n'existe pas apparemment de lésion anale. Enfin, aucune hérédité cadavérique n'indique que le corps a été déplacé après le décès, donc tout s'est joué dans la baignoire. Le cadavre est froid, les rigidités ne lui permettent pas de retrouver une position normale après avoir été extrait de la baignoire. Donc ça remonte à combien de temps 48 heures. Merci. Les raideurs du tronc et des membres l'en empêchent également. Donc l'examen du corps par le médecin légiste permet de constater la présence d'une plaie dans la zone vaginale, expliquant l'écoulement sanguin décelé. À l'évidence, la victime a été frappée et a subi des sévices sexuels. Enfin, reposant contre la baignoire, au niveau de l'angle droit, se trouvent 3 lattes de bois, donc 3 morceaux de bois, d'1 mètre de longueur environ. Une quatrième, moitié plus petite, est découverte à l'avant de la baignoire, contre le mur, coincée entre la tuyauterie avec un torchon de vaisselle rouge et verre enroulé autour. Ça, c'est pas normal. On a un bout de bois qui fait la moitié des autres et dont l'extrémité plus pointue a un torchon de vaisselle rouge et verre enroulé autour. Une arme un peu particulière, ou un objet un peu particulier. Et enfin, selon Laurent, elle plaçait 2 longs morceaux de bois perpendiculaires à la baignoire pour égoutter son linge. C'est pour ça qu'il y a ces objets en bois. Mais il n'a jamais vu la latte la plus petite taillée en pointe. C'était une première pour lui. Peut-être servait-il à remuer ou retirer le linge qui trempait dans la baignoire. En tout cas, tout porte à croire que c'est avec ce bout de bois que le tueur a occasionné la plaie dans la région vaginale. Donc le criminel aurait bien utilisé un bout de bois avec une pointe comme objet de pénétration et de perforation vaginale. Donc je vais vous épargner les éléments de sciences légales, puisque c'est peu déterminant ici, on est plus en psychologie. En revanche, on va savoir un petit peu à qui on a affaire quand même, avant de se lancer dans notre analyse psychocriminologique à fond. Annette a 72 ans au moment des faits. Sa mère est tombée enceinte avant son mariage, puis elle donne naissance à 6 autres enfants après son mariage. Donc c'est l'enfant illégitime, en quelque sorte, en tout cas. Bon. Elle a toujours été élevée en famille et est restée avec ses parents par la suite. Ces derniers étaient marchands de journaux, surtout sa mère. Et Annette travaillait avec elle. Au début de son adolescence, elle exerçait la profession de bonne. Et elle est même partie avec une famille pour qui elle travaillait en Algérie. Elle a dû revenir en 1940 à la naissance de son dernier demi-frère, Serge, car sa mère a failli décéder suite à l'accouchement. Ah, donc mort encore pas très loin. Du vivant de ses parents, il était convenu qu'elle reprendrait la succession de la boutique de journaux, ce qui fut le cas dès 1969. Elle vit alors seule. Et depuis 30 ans, Laurent habite juste à côté de chez elle. Jusqu'il y a 4 ans, elle se débrouillait seule pour tenir son commerce. En 1981, suite à un problème de varice, elle ne pouvait plus s'occuper de la tournée des journaux qu'elle effectuait tous les matins. Et à la retraite, Laurent s'est proposé de le faire à sa place. Comme toutes les personnes âgées, elle avait une vie bien réglée. Avec Laurent, elle prenait la presse, qu'il devait distribuer, puis partait faire la journée pendant qu'elle marquait les identités des abonnés sur le journal. Ensuite, elle distribuait elle-même les journées dans le quartier. Elle revenait à son magasin aux environs de 6h30 et sa livraison durait 30 minutes. Tantôt, elle ouvrait directement son magasin. Tantôt, elle remontait à son appartement prendre son repas. En tout cas, l'après-midi, elle ouvrait généralement vers 14h30. Donc, le magasin était plutôt fermé, à un moment où les faits ont lieu, si vous vous souvenez bien, jusqu'à alors 18h-19h. Puis elle vaquait à ses occupations, l'été elle faisait du jardin, le soir elle se couchait relativement tard, elle regardait la télévision. Le magasin était fermé tous les mercredis après-midi, car les jeunes du lycée professionnel venaient et lui dérobaient les journaux. Elle ouvrait alors le dimanche matin, mais fermait le dimanche après-midi, elle ne prenait jamais de vacances. Tous les mercredis après-midi en été, elle faisait son ménage. Tous les mercredis après-midi en été, elle faisait son ménage. Ça a un rapport avec le baquet de linge qui est. Bien. Et ça aussi, logiquement, un intérêt majeur avec X. Pourquoi? Le temps du crime est le temps habituel de lavage de cette grand-mère. 72 ans. Lorsqu'il partait en vacances, il prévenait son frère Bruno, qui est célibataire et qui le remplaçait pour toute la journée.
Ainsi, bien qu'ayant atteint depuis longtemps l'âge de la retraite, elle ne désirait pas la prendre. Elle voulait toujours travailler. Elle ne se voyait pas vivre sans occupation, cette dame. Et de caractère dynamique, elle était en fait une personne assez autoritaire, réglant elle-même les problèmes qu'elle pouvait rencontrer. Elle était têtue, elle ne changeait pas d'idée. Elle avait un caractère changeant, pouvant être agréable ou irascible, colérique, sans motif apparent. Mais on ne lui connaît pas d'ennemi. Certains disent qu'elle n'avait pas l'esprit commerçant, que l'on ne se sentait pas à l'aise quand on lui achetait un journal. J'ai envoyé du commerçant, pas commerçant. D'autres que les conversations se limitaient à des banalités sur son état de santé ou sur le temps qu'il allait faire. C'est pas une vie, ça. Alors les revenus de son commerce de journaux lui suffisaient pour vivre, même s'il tournait au ralenti. Elle était près de ses sous, ne gardait pas d'argent, donc à son domicile. C'est l'employé bancaire qui passait tous les mercredis matin pour prendre les recettes. On ne l'a jamais vu avec un sac à main, elle mettait ses papiers d'identité donc ailleurs, et de ce fait, rien d'extraordinaire sur... elle n'avait pas de confidence, voilà. On ne savait pas qu'il y avait des confidences, ni sur ses revenus, ni sur sa vie privée, elle ne fréquentait personne en particulier, à part les membres de sa famille, et elle faisait sa petite lessive à la main dans sa baignoire. Elle faisait sa petite lessive à la main dans sa baignoire. Elle faisait sa petite lessive à la main dans la baignoire. Là, on va la retrouver. Bien avant, il y a un facteur très important, c'est la solitude. Le fait d'être seul pour une femme, normalement, constitue un danger. Tout à fait. C'est bien. Bon, l'essentiel a été dit. Passons maintenant, si vous voulez bien, à des croquis dans le document Affaire 1 analysé. On revient donc au premier. Affaires psychologiques analysées. Donc là, on a commencé un petit peu à détailler la biographie, et vous avez donc le croquis de la scène de crime, qui est donc dans la diapositive 3, 4. Vous voyez la photo, le croquis ? Affaire psychologique 1. Oui. Alors, je vais juste remontrer donc ces photos pour la caméra, parce que c'est quand même mieux de les avoir, ça nous facilitera la tâche par la suite. Donc nous avons, vous le voyez, une entrée dans les lieux. La première diapositive, c'est la vue sur la baignoire, et on ne voit pas grand-chose. En fait, on voit d'abord une machine à laver. On voit une machine à laver. Puis, d'où sort donc un petit linge, puis ensuite une baignoire, et là on voit quoi ? Deux genoux, deux hauts de genoux, avec une cagette qui semble être à l'intérieur de ces genoux.